Good Morning Business, French Tech. BFM Business est toujours depuis Davos. On vous fait vivre bien sûr cet événement mondial autour des questions économiques. Et ce matin, on va parler de quantique. Georges-Olivier Raymond est avec nous. Bonjour, fondateur et directeur général de Pascal, la première entreprise française de technologie quantique. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Davos cette année? Vous étiez déjà là l'année dernière. Est-ce que ce sont des rencontres business? Est-ce que vous croisez des concurrents ici? Alors, ce qui m'intéresse ici à Davos, c'est des rencontres business, trouver des nouveaux partenaires, des nouveaux clients et aussi trouver des investisseurs. Et puis, passer les bons messages sur le quantique, qui est que ce n'est pas une technologie à 15 ans d'échéance, mais vraiment à quelques années. Et c'est ce qu'on démontre à Pascal depuis le début. Et moi, ça me permet aussi de sentir un petit peu l'atmosphère. Je vois que le quantique est quand même beaucoup plus présent. Il y a le WEF qui a lancé un papier blanc sur le quantique il y a quelques temps. Par rapport à l'année dernière, on voit aussi que Pascal a pris du volume. Enfin, on a réussi nos objectifs. On a livré des machines au GNC et à Jülich. Et là, cette année, je suis invité à des panels. Et j'ai pas de concurrent américain, hormis IBM. Mais en fait, IBM, c'est un partenaire aujourd'hui. Donc sur le quantique, ici à Davos, il y a vous et il y a IBM. Exactement. Et alors du coup, dans les panels, j'imagine que vous faites la même chose que sur BFM Business. Vous expliquez à quoi ça sert. Oui, exactement. J'explique à quoi ça sert. Donc, je peux vous le dire. On a des cas d'usage dans la finance. Dans la finance, on a des cas d'usage aussi pour tout ce qui est drug discovery, enfin recherche de nouveaux médicaments. Et dans l'énergie, ça, on a beaucoup d'applications dans le monde de l'énergie, avec notamment EDF. Et sur la partie recherche de médicaments, on a un partenariat aussi avec une entreprise qui s'appelle Cupid Pharmaceutical. Cupid Pharmaceutical qui sera avec nous dans la matinale, ça sera vendredi. Vous suivrez ça bien sûr, mais quand vous dites on a déjà des cas d'usage, ça veut dire qu'on calcule déjà, qu'on utilise, que c'est concret, qu'on a des résultats. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas du tout une technologie d'avenir. Alors c'est une technologie d'avenir parce que ça va révolutionner la façon dont on fait le calcul. Et à ce stade-là, il faut bien, en termes d'impact, le quantique va avoir le même impact que l'IA. C'est vraiment, on parle de la même chose. Le quantique va aussi aider à faire de l'IA plus performante et plus sustainable. Et ça existe déjà aujourd'hui. Donc ça transforme déjà le monde aujourd'hui et ça va continuer à le transformer demain. Mais à quel point l'IA et le quantique ont des trajectoires qui se suivent? C'est-à-dire que quand Donald Trump annonce 500 milliards de dollars d'investissement, est-ce qu'à un moment donné, ça ruisselle sur vous ou pas? Alors, je ne sais pas si c'est ruisseler qu'il faut dire, mais c'est des opportunités pour tout le monde. Parce que pour faire du calcul de haute performance, il y a besoin de tous les moyens de calcul possibles, parce que chacun a ses propres spécificités. L'IA a ses propres spécificités, le calcul quantique a ses propres cas spécifiques. Et on ne peut pas faire l'un sans l'autre et vice-versa. Donc pour booster tout ce qui est IA, il faudra aussi booster tout ce qui est quantique. Alors vous parliez de l'utilisation du quantique dans les technologies vertes, dans la médecine. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la crainte qui est exactement la même que l'intelligence artificielle, c'est d'utiliser ce type de technologie pour des choses qui sont soit futiles, soit inintéressantes? Typiquement, par exemple, Bertrand Piccard, qui était avec nous de Solar Impulse il y a quelques temps, lui, il craignait qu'on utilise le quantique, par exemple, ou l'intelligence artificielle, par exemple, pour la voiture autonome dont il ne voit pas l'intérêt, mais qu'on l'utilise moins pour des choses plus intéressantes, typiquement la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'il faut envoyer vers certains secteurs, obligés de ne pas utiliser ces technologies pour tout? Nous, à Pascal, on prend notre part dans ce combat-là. Avec M. Picard, on l'avait dit tous les deux ensemble, à l'Élysée d'ailleurs. On fabrique un outil à Pascal et on promeut l'utilisation pour Tech for Good. Ouais. Donc, alors, sachez déjà que l'ordinateur quantique, ça consomme peu d'énergie. Donc c'est par rapport à tout ce qu'on peut connaître du classique. Donc c'est déjà un bon point. Et les applications qu'on pousse, nous, ça vise vraiment à réduire l'empreinte carbone. On a des applications pour la distribution d'électricité, pour minimiser les pertes, pour prendre en compte les nouvelles sources d'énergie qui sont renouvelables et qui par définition sont intermittentes. Et on a besoin de prédire leur production pour pouvoir les mettre sur la grille. Donc c'est des cas d'usage qu'on met en œuvre. Et pour dire aussi qu'on est quand même, qu'on pousse fort dans cette direction, c'est qu'on a organisé un hackathon pour promouvoir l'utilisation de ces technologies pour le bien de la communauté. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, il faut choisir ses clients? Moi, comme je vous l'ai dit, nous, on est un fournisseur de solutions. On fabrique un outil, on promeut son usage,
C'est-à-dire qu'on en fait un peu plus que ça. Et après, je pense que c'est à chacun un peu de prendre ses responsabilités. Mais c'est un problème que vous allez retrouver dans le calcul de haute performance déjà aujourd'hui. Donc la question n'est pas nouvelle, si vous voulez. Bon, parlons un tout petit peu technique. Vous, dans le quantique, vous avez une technologie particulière que n'ont pas les autres. Comment ça fonctionne, si on peut un tout petit peu ouvrir le capot sans trop s'y perdre? Oui, alors je vous ai parlé justement des échéances. Il y a des gens qui disent que c'est à 10 ou 15 ans. Et ça c'est parce que c'est un petit peu une limitation technologique. Nous, on a cette échéance-là aussi. Mais grâce à notre techno, on peut faire déjà quelque chose maintenant. Donc c'est une technologie qui est assez unique, qui a été inventée et mis en place par Pascal. C'est mes travaux de thèse. C'était poursuivi à l'Institut d'optique par Antoine Broez depuis deux décennies. Et ça fonctionne à température ambiante. Donc c'est plus facile à fabriquer. On utilise des atomes comme support de l'information qui sont fabriqués par la nature. Donc on n'a pas besoin de les fabriquer, ils sont parfaits. Et quand on met tous les avantages ensemble, c'est une technologie qui peut passer à l'échelle, qui est extrêmement flexible. Donc on peut résoudre beaucoup de cas d'usage. Et du point de vue industriel, et là je prends ma casquette d'ingénieur, on sait fabriquer, on sait ingénierer ce genre de technologie pour les rendre fiables et robustes, pour après les installer à Gency par exemple ou à Jülich. Et ça, il y en a d'autres qui font ça ou vous êtes le seul? On a des concurrents, mais IBM a choisi de faire un partenariat avec nous. Et c'était les premiers à le faire. On l'avait signé en juin de l'année dernière. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu Google et Microsoft s'engager dans cette brèche. Et quelques mois après, ils ont fait la même chose avec des concurrents américains. Mais j'aime bien dire que IBM a choisi le numéro 1 de la techno. Et Microsoft et Google ont choisi les numéros 2 et 3. Et paf. On parle beaucoup ici de concurrence évidemment entre les États-Unis et l'Europe, évidemment avec tous les propos de Donald Trump qui attaque directement l'Europe sur des plans commerciaux. Mais la question qu'on se pose ici, c'est quels sont les atouts de l'Europe pour pouvoir se battre face aux Américains? Clairement, dans le quantique, on est dans le jeu. La meilleure arme, c'est la technologie. Et effectivement, dans le quantique, on est dans le jeu. Parce qu'on a un super environnement académique, d'une part, qui permet de développer la science et après de créer des startups qui essaiment. On a des entrepreneurs et je dis qu'on fait la course en tête, mais on est au même niveau qu'eux. Voilà. Ils ont des avantages sur certains aspects, on en a sur d'autres. Encore une fois, un avantage, c'est que nous, on a des machines dans des centres de calcul publics pour déployer les applications et les écosystèmes. Ils n'ont pas ça aux États-Unis. Par contre, ils ont des fonds. C'est-à-dire que les levées de fonds sont stratosphériques. Est-ce que là, par exemple, vous, à Davos, vous cherchez des fonds? Est-ce que vous êtes en levée de fonds perpétuelle? On cherche des investisseurs parce qu'on a une bonne technologie. On est prêt à aller sur le marché, comme on dit, parce qu'on a les produits, les machines et les applications. Effectivement, on a besoin de trouver des fonds en plus pour passer à l'échelle. Donc, c'est un des objectifs de Davos. Et ça marche? Ça marche. Bon, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Georges Évier, Raymond, d'avoir été avec nous pour nous parler de Pascal. On continue bien sûr de suivre toute l'actualité à Davos.